Pour le livre, j'ai collaboré avec Pierre-Marie Martin. Pierre-Marie Martin, c'est un professeur émérite, oncologue, spécialiste des perturbateurs endocriniens et des cancers hormonodépendants. Cancer du sein, cancer de la prostate. Et c'est ce grand spécialiste qui m'a dit une phrase très importante qui est le cœur du livre. C'est l'alimentation peut accélérer ou ralentir un cancer sur 2. Donc ça prouve que l'alimentation a un rôle très important sur le développement de nos maladies, mais sur aussi les guérisons de ces maladies, ou du moins le ralentissement de ces symptômes. Très bien. Pour booster notre système immunitaire, quels aliments devons-nous privilégier et à l'inverse, lesquels éviter? Il y a un principe qui est très simple. C'est le principe de l'équilibre acido-basique. L'acidité provoque en nous un développement en fait, des maladies. L'acidité en fait, est provoquée par notre alimentation, mais aussi par notre état de fatigue, de stress, tout notre environnement. Mais l'alimentation a un rôle important dans cet équilibre acido-basique. Il se trouve que de nos jours, notre alimentation est essentiellement basée sur des aliments acides, qui sont tous les produits carnés, la viande, également le poisson, les œufs, le lait, donc tout ce qui provient d'une source animale est acide. Toutes les céréales sont acides, donc le sucre est également acide, l'alcool est acide, le café est acide, donc ça correspond en fait à peu près 80% de notre bol alimentaire. Donc il faut équilibrer cette alimentation acide par des aliments alcalins qui vont rétablir le pH de notre corps ou qui tout du moins vont contribuer à donner de l'alcalinité dans notre organisme. Donc ce sont des aliments, les légumes par exemple, les fruits et l'eau. Donc tout ça, ce sont des groupes d'aliments qui sont alcalins. Donc aujourd'hui, il faudrait, je dirais, composer son repas avec à peu près les 3 quarts d'aliments alcalins. C'est pour ça que toute l'alimentation dite végétale, l'alimentation végétarienne, l'alimentation à base de jus de légumes ou même d'aliments crus comme les fruits et les légumes crus consommés en quantité, on le vend en poupe, notamment en France, parce qu'on en parle de plus en plus. Et ce sont des aliments en fait ancestraux, parce que nos grands-parents consommaient beaucoup moins de viande que nous aujourd'hui, mais ils ne consommaient pas également d'aliments transformés. Et sur mon livre, je mets l'accent sur la dangerosité aujourd'hui de cette industrie agroalimentaire qui a pris le pas sur notre mode alimentaire. C'est-à-dire que 85% de notre bol alimentaire est constitué d'aliments transformés par cette industrie agroalimentaire. Donc ce sont des aliments à base d'aliments raffinés, hautement raffinés, qui ont été débarrassés de leurs fibres, et qui ont été aussi dénaturés, qui ont perdu en fait toutes leurs vitamines, les minéraux, tout ce qui nourrit les cellules de notre corps. Pourquoi ça a été détruit? Parce qu'en fait ça a été chauffé notamment. Donc on va transformer les aliments en les chauffant et on va tuer en fait je dirais, ce complexe de vitamines aux éléments et de minéraux. Et donc toutes les farines blanches aujourd'hui qui sont blanchies, tous les sucres qui sont raffinés, qui ne sont plus des sucres vivants, comme par exemple le miel, ou alors le sucre non raffiné qui a un aspect brut. En fait, tous ces aliments bruts doivent réintégrer aujourd'hui notre bol alimentaire. D'accord. Justement, dans votre livre, vous parlez notamment des super aliments, des aliments crus. Est-ce que vous aurez des exemples d'aliments à intégrer dans notre alimentation justement au quotidien qui sont bénéfiques pour la santé? Alors, on dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. C'est nettement insuffisant, surtout qu'il faut avoir des bonnes sources aujourd'hui de fruits et de légumes. Donc les fruits et légumes sont très importants, mais il faut qu'ils soient débarrassés en fait, de tous les aliments, des éléments toxiques, qui sont par exemple tous les produits phytosanitaires, tout ce qui est pesticides, qui sont les dérivés des gaz de combat, qui ont des perturbateurs endocriniens, qui sont fortement toxiques pour notre corps. Donc il faut privilégier l'agriculture bio. Il faut aller chercher ces fruits et ces légumes sur nos marchés paysans. Et en France, on a la chance d'en avoir dans toutes les villes et villages de France.
Ensuite, on peut intégrer, plus ou moins régulièrement, ou même au quotidien, des jus de légumes. Pourquoi? Parce que les jus de légumes ont la principale vertu d'être débarrassés de leurs fibres. Donc je parle bien entendu de jus et de légumes frais, pas des jus et de légumes qui sont industrialisés, qui sont en bouteille, parce que ceux-ci sont pasteurisés, donc ils vont perdre leurs vitamines et leurs minéraux. Donc ces jus, en fait, on les fait avec des extracteurs à jus ou des centrifugeuses, mais privilégier les extracteurs à jus, c'est une bonne chose. Et on va donc pouvoir bénéficier vraiment de tous les nutriments des fruits et légumes, parce qu'ils vont être débarrassés de leurs fibres. Donc il y a un double avantage à ça. Les fibres ralentissent le transit intestinal. Il faut en consommer les fruits. Mais si on en consomme trop, on va être brouillé au niveau de notre intestin et de notre système digestif. Le fait de débarrasser donc les légumes de ces fibres va pouvoir alléger la digestion. Donc ça va pouvoir être assimilé directement dans notre organisme. Et qui plus est, dans les fruits et les légumes, notamment dans les légumes, où il y a des fibres qui sont non solubles, en fait, que l'on ne digère pas, qui vont servir à nettoyer notre intestin, qui, je le répète, sont utiles, mais pas à outrance. C'est dans cette cellule qu'on appelle la cellulose, c'est dans ces fibres. Donc la cellulose contient tous les nutriments, et les vitamines, les minéraux et les protéines aussi qu'on trouve dans les végétaux. Et pour cela, donc, si on les mange crus, il faut vraiment bien les mâcher. Parce que sinon, la cellulose, en fait, encapsule ces nutriments et on ne va pas pouvoir les assimiler. Et le fait de boire des jus, on va pouvoir avoir accès à ces nutriments vitaux. Et le grand intérêt des jus de légumes, c'est qu'ils vont alcaliniser très fortement notre corps. Donc si on a changé une seule chose, c'est déjà de diminuer tous les produits industrialisés, de diminuer fortement tout ce qui est consommation de produits carnés, et d'intégrer régulièrement, je dirais, un jus de légumes frais dans la journée. D'accord. Merci. Vous parlez également des bénéfices de l'alimentation vivante, comparée justement à l'alimentation que vous nommez morte. Quels sont justement ces bénéfices pour... Alors, l'alimentation morte, c'est une image que l'on emploie pour faire comprendre en fait que l'aliment n'est plus vivant. L'alimentation vivante, la symbolique de l'alimentation vivante, c'est par exemple la germination. Ce sont des graines que l'on va faire germer une nuit ou quelques jours, tout dépendant des graines. Par exemple les amandes qu'on va faire tremper une nuit, ou le lendemain on va pouvoir les consommer, on va pouvoir faire du lait d'amande. On va réveiller en fait tous les nutriments qui sont à l'intérieur de cette graine. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'alimentation vivante. Parce que ces graines ne sont pas mortes, puisqu'elles ne sont pas cuites. On peut planter une amande dans la terre, en l'arrosant fréquemment, avec de la lumière, beaucoup de chance aussi, on va pouvoir avoir un amandier dans 10 ou 20 ans. Donc en fait, cette amande, elle est vivante. Et donc on peut réactiver donc, cette germination en la faisant tremper, ou alors en mettant dans des bocaux, des germoirs en fait, et on va pouvoir faire pousser de la germination de brocolis, de trèfle, d'alfalfa, on va pouvoir faire germer des pois chiches. Et les pois chiches germés, on peut les consommer crus. Et un pois chiche germé a 10 fois plus de nutriments en contenu et en valeur biologique qu'un pois chiche cuit. Donc on va pouvoir manger de petites quantités, mais qui vont être très très nutritives, de haute valeur nutritive. Donc dans l'alimentation vivante également, il y a tout ce qui est fermentation. Un des symboles de la fermentation, c'est par exemple le miso, qui est une pâte fermentée de soja et de riz ou d'orge. En fait, ça subit une double fermentation, et c'est fermenté pendant généralement 3-6 mois, voire plus. Et là, on va avoir des nutriments ces bactéries, en fait, sont des bactéries vivantes, on fonctionne avec des bactéries. Les bactéries, c'est aussi bon pour la santé. Il y a des bactéries pathogènes, qui sont mauvaises, mais il y a des bactéries non pathogènes, qui sont très bonnes. Il y a la levure de bière aussi, qui est une excellente bactérie non pathogène, qui est remplie de vitamines. Donc il y a aussi ce que j'appelle dans mon livre des super aliments, comme par exemple les fèves de cacao crues, qui sont elles aussi non cuites, qui vont être séchées ou déshydratées à basse température, c'est-à-dire moins de 40 degrés. On peut faire déshydrater des aliments ou des graines pour les conserver, mais elles vont garder quasiment toutes leurs vertus nutritives. Donc on peut intégrer ces super aliments. On peut réintégrer aussi tous les oléagineux qui sont très bons en acides gras essentiels, qui sont protecteurs du système aussi cardiovasculaire.
On peut utiliser des super aliments comme la noix de coco. Tout est bon dans la noix de coco. Il y a l'eau de coco, il y a la pulpe de coco avec la chair, et il y a aussi l'huile de coco. L'huile de coco, en fait, a un acide qui est particulier, c'est l'acide laurique. Et cet acide, en fait, est protecteur du système cardiovasculaire. Ça tombe bien parce qu'après les cancers, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France. Et là aussi, c'est dû à l'explosion de la consommation de produits carnés et de produits industriels avec tous ces mauvais gras, ce qu'on appelle les gras trans. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'eau dans l'organisme, et dans votre livre, vous dites également que les tisanes ne sont pas que des pissennements et qu'elles ont des réels bienfaits pour notre organisme. Pourriez-vous nous en dire plus sur les tisanes, si vous avez peut-être des herbes à privilégier plutôt que d'autres Alors, il y a un savoir-faire ancestral qui est en train de se perdre, en fait, ce sont les herboristes, et notamment les herboristeries. Il y en a de moins en moins en France, et nos anciens, en fait, se guérissaient avec ces herbes-là. Je ne suis pas un spécialiste, je dirais, de l'herboristerie, c'est ma femme, en fait, qui est herboriste vétérinaire, et qui a des compétences par rapport à, je dirais, tous ces choix de plantes que l'on peut boire, notamment sous forme de tisane. Et les tisanes, il y a des tisanes assez originales, il y a la tisane d'ortie, il y a les classiques avec la verveine, je dirais avec la camomille également. Donc les vertus de ces tisanes-là, elles sont extrêmement alcalinisantes. Donc en fait, on peut les boire sans modération. On peut les boire fraîches, on peut les boire chaudes avant d'aller se coucher. Donc c'est toujours bien d'intégrer en fait une tisane, peu importe, je dirais la plante. Après, on peut avoir un choix spécifique par rapport à si on a des problèmes digestifs, si on a des problèmes, je dirais, d'endormissement. Voilà. Il y a la valériane aussi. Alors, la valériane, c'est intéressant parce que la valériane, en fait, a donné le Valium. Le Valium, en fait, est un extrait de la valériane. Donc, on voit aussi que l'industrie chimique s'inspire du pouvoir des plantes. Pour conclure, quels seraient donc pour vous les 3 réflexes à adopter pour mettre notre alimentation au service de notre santé? Alors, il y a plusieurs étapes. Premièrement, c'est de s'informer, en écoutant par exemple cette entrevue que j'ai avec toi. S'informer aussi par des sources indépendantes. Moi, je suis un auteur 100% indépendant. Je suis affilié à aucun lobby. Je suis financé par aucune marque. Donc, j'ai la liberté de dire ce que je dis. Et s'informer par des sources indépendantes, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont erronés, malheureusement. On le voit par rapport au lait, où certains nutritionnistes vont dire attention, si vous ne consommez pas assez de lait, vous allez être en déficit de calcium et vous allez avoir de l'ostéoporose. C'est marrant parce que dans les pays où l'on consomme peu de lait ou pas de lait, il n'y a pas de cas d'ostéoporose. C'est dans les pays où on en consomme beaucoup qu'il y a des cas d'ostéoporose. L'explication, elle est simple. C'est que le lait est un produit très acide. Que le calcium, c'est un calcium qui est extrêmement fort, qui est fait pour le veau, pour le développement du veau, pas pour le développement de l'être humain. Nous sommes la seule espèce qui buvons le lait de notre animal. À partir de 3 ans, on est sevré. On n'a pas besoin du calcium de source animale. Surtout que le calcium que l'on trouve dans quasiment tous les végétaux, dans les légumineuses aussi, ou dans les noix, on va pouvoir le synthétiser à 75%. Donc il est beaucoup mieux assimilable. Donc il faut consommer les végétaux pour avoir ces sources de calcium. Tout ça, c'est des informations que l'on a par rapport à des auteurs qui sont dits indépendants. Donc, premièrement, s'informer. Deuxièmement, c'est de faire une liste de fournisseurs pour ses achats. Personnellement, moi, je privilégie les producteurs locaux. On peut aller aujourd'hui, on a la chance d'être en Provence, même dans la France entière, il y a des producteurs qui peuvent vendre directement aux consommateurs. On peut aller directement sur l'exploitation, avoir un panier toutes les semaines. Ces paniers, en plus, sont distribués par des associations comme l'AMAP, par exemple, qui, avec un très faible pourcentage de distribution, de l'ordre de 5%, je crois, l'essentiel, en fait, du prix va aux paysans. C'est ça qui est intéressant aussi. On va faire vivre les gens qui produisent de la nourriture. Donc, ces AMAP ont des points de distribution. Donc, on n'a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas aller acheter en direct. Ensuite, il y a des petits, aujourd'hui, circuits de distribution. Il y a des marques comme Satori, il y a des marques comme Biocop ou Bio C'est Bon, enfin, ils sont plus ou moins tous équitables, ils font marcher aussi le commerce local. Donc là c'est ouvert, je dirais quasiment 6 jours sur 7.
Donc on a cette possibilité. Le produit directement chez le producteur, ou sur le marché paysan, une à 2 fois par semaine, ou alors dans ce type de distribution bio. Une fois qu'on a fait ces achats, il faut se remettre à la cuisine. Puisque là, il faut réapprendre à cuisiner. Alors là, il y a pléthore, je dirais, de livres sur des recettes santé, sur des recettes végétales. Je préfère ne pas employer moi le mot végétarien ou végétalien. Il y a beaucoup trop de préjugés par rapport à tout ça. C'est des dogmes. Donc on peut, sans forcément abandonner les produits carnés, mais en mangeant moins de produits carnés, acheter des produits carnés qui proviennent de petits éleveurs. Là aussi, on en a beaucoup en France, qui peinent en plus à garder leur exploitation. Certes, c'est une viande qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est exempt de tout produit chimique, c'est-à-dire vaccins, antibiotiques, qui sont les mêmes que pour nous humains. C'est pour ça qu'on fait de l'antibiorésistance. Que nos gamins mangent depuis le plus jeune âge des steaks hachés provenant d'élevage industriel. Et on voit aujourd'hui, avec le travail formidable que fait L214, qui sont abattus dans des conditions ignobles, mais qui sont aussi élevés, et là aussi je peux témoigner, parce que je me suis rendu dans des élevages industriels, de façon complètement immorale. Donc on a le choix de diminuer ces produits carnés, et on les remplace par des produits végétaux, qui sont aussi nourrissants. On n'a pas du tout de carence, contrairement à ce que certaines personnes pourraient en penser. Donc il faut réapprendre à cuisiner, réinvestir sa cuisine, et la principale problématique à tout ça, c'est le temps. Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est vrai que les produits entre guillemets bio coûtent plus cher comparativement, ce qui est logique. La production est beaucoup plus faible, et surtout ils ne reçoivent pas très peu de subventions européennes. Les subventions proviennent de nos impôts et vont directement aux plus gros producteurs industriels. Donc il faut réapprendre en fait à cuisiner, il faut réessayer d'avoir le temps de se réapproprier en fait ce bien précieux que nous a volé la société moderne, parce que malheureusement aujourd'hui dans une famille, le couple, l'homme et la femme, travaillent tous les deux pour subvenir à leurs besoins. Et là, on est sur un vrai problème sociétal, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, on pouvait avec un simple SMIC vivre, certes chichement, mais faire vivre sa famille. Tandis qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc il faut se réapproprier en fait ce temps pour pouvoir réintégrer en fait la cuisine et remettre l'alimentation à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, au cœur de nos vies. Il faut vraiment que ça soit une priorité pour notre santé et celle de nos enfants.